Nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision, c'est parti pour les titres. Les chefs des confessions religieuses ont entamé le vendredi au centre interdiocésain à Kinshasa le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous aurez à suivre les détails dans ces journaux-là. Et puis, c'est officiel, la province du Olomami a un nouveau gouvernement. La liste de membres de ces nouveaux gouvernements a été rendue publique dans la soirée du vendredi 23 juillet. Vous suivrez les détails dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. À la une de l'actualité, les questions liées aux réformes électorales et la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, était au centre des échanges le vendredi 23 juillet entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta. Au cours de cette entrevue, rapporte la cellule des communications du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo et Bintou Keïta étaient unanimes pour un grand consensus dans la désignation des animateurs de la centrale électorale pour éviter les contestations et les chaos à l'issue des élections à venir. Autre chose à présent, en application des dispositions des articles 10, 12 et 24 bis de la récente loi électorale, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, vient de saisir l'opposition politique, la Moukoya FCC, pour qu'elle désigne les noms de ses représentants au sein de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous demande de procéder à la désignation des membres de la CENI, ainsi compris le président de la dite institution, et de transmettre au plus tard le 28 juillet 2021 la liste des personnes désignées, le procès-verbaux ainsi que le dossier complet des intéressés, écrit-il dans une correspondance. Dans cette liste qui sera transmise au bureau de la Chambre basse du Parlement, il en sera de même du procès-verbal des désignations en indiquant clairement le choix des membres de l'opposition au poste de deuxième vice-président et des questeurs du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Je le disais dans les titres, ouverture depuis le vendredi 23 juillet à Kinshasa du processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. C'est au centre interdiocésain de Kinshasa que les chefs des confessions religieuses se sont réunis justement pour tabler sur cette question. Les détails avec Israël Mteba, suivez. C'est au centre interdiocésain de Kinshasa que les chefs des confessions religieuses ont entamé le vendredi 23 juillet le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Les chefs des confessions religieuses se sont convenus pour que le secrétariat technique se retrouve lundi 26 juillet prochain pour recevoir les derniers dossiers qui ont été traités au niveau de chaque confession religieuse. À en croire l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, l'idéal pour les chefs de confession religieuse, c'est de désigner un candidat par consensus qui devrait répondre à certains critères. À la lumière des critères fixés par la loi sur la CENI, l'idéal pour nous sera basé sur la personne ayant un leadership éthique et consensuel avéré, une maîtrise de la gouvernance électorale, des compétences managériales, une loyauté sans faille au respect de la Constitution et des lois de la République et un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats issus des urnes. Ils ont par ailleurs dénoncé dans un communiqué des pressions et intimidations dont ils sont victimes. Permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers les chefs des confessions religieuses et un abus de pouvoir. C'est le mardi 27 juillet prochain que le secrétariat technique installé par les chefs des confessions religieuses va commencer à écarter ceux qui pourront être éliminés. Direction à présent dans la province du Olomami où cette province a justement un nouveau gouvernement. La publication est intervenue dans la soirée d'hier vendredi par le secrétaire exécutif du gouvernement
provincial d'Arbinumbi. La nouvelle équipe est constituée des 10 ministres, parmi lesquels 8 hommes et 2 femmes. C'est notamment la ministre de l'Environnement, Énergie, Hydrocarbures et Relations avec l'Assemblée provinciale, Madame Bonza Wangoyi Julie, et la ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Culture et Arts, Kabamba Pichou. Notant que la publication de cette nouvelle équipe gouvernementale fait suite à la destitution, c'était le 26 mai dernier, du gouverneur intérimaire d'Eningandu, remplacé par le ministre de Sport, Culture et Loisirs, Kabamba Ilunga Wabatami Anani. Ce dernier a été notifié depuis Kinshasa afin de conduire l'intérim avec mandat de réaménager le dit gouvernement. Direction à présent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le nombre de corps à lever a été rendu public le vendredi via la télévision nationale congolaise. Cette mesure sera d'application de la semaine prochaine. Sarah Bidioua, Cynthia Ressé. L'hôtel de ville de Kinshasa a limité à 5 le nombre de corps qui sortiront de morgue le week-end pour restreindre le nombre de personnes et limiter la possibilité de contamination de la maladie à Covid-19. À en croire cet arrêté, les familles éprouvées devront privilégier l'inhumation de leurs proches du lundi au jeudi et éviter l'afflux en week-end. Cette proximité favorise davantage la propagation de cette pandémie. Par ailleurs, la police de Kinshasa demande aux responsables des morgues de faire respecter cette décision tout en insistant sur l'application des gestes barrières. Le port de masque reste obligatoire et le nombre de personnes devant participer à la levée du corps ne devra pas dépasser 50 personnes. Avant de refermer cette édition du journal, Pegasus, un logiciel espion conçu en Israël qui fait le buzz partout dans le monde. Il est connu pour ses énormes performances, notamment l'accès aux fichiers multimédia, mot de passe, l'écoute des appels et autres sans que l'utilisateur ne s'aperçoive. Il a été utilisé pour espionner au monde environ 50 000 numéros de téléphone des acteurs politiques et des journalistes. Quelles conséquences sur le plan diplomatique entre les nations et quel comportement adopter face à ces logiciels malveillants? Les avis des différents experts sont à retrouver dans ces dossiers qui portent la signature d'Israël Mteba. Il s'agit de Pegasus, un logiciel espion conçu en Israël pour attaquer les téléphones mobiles sous iOS et Android. Installé sur un appareil, il accède aux fichiers, messages, photos et mots de passe, écoute les appels et peut déclencher les enregistrements audiovisuels ou encore les suivis de la géolocalisation sans que l'utilisateur ne s'aperçoive. Ce logiciel est vendu officiellement à des organisations étatiques démocratiques dans le but d'établir la surveillance des personnes soupçonnées de terrorisme ou autres crimes graves. Cependant, il se révèle être aussi utilisé par des régimes autoritaires pour surveiller des journalistes et opposants politiques ainsi que des militants des droits de l'homme. Dans le monde entier, environ 7 gouvernements africains, parmi lesquels le Togo, le Rwanda et le Maroc, qui auraient déjà espionné des journalistes et des activistes, et près de 50 000 numéros de téléphone appartenant à des militants, des journalistes et des leaders politiques auraient déjà été victimes de ce logiciel. Pour l'Amnesty International et le consortium des médias Forbidden Stories, le Maroc est le pays ayant occasionné l'espionnage des personnalités politiques françaises, dont le président Emmanuel Macron. Accusation niée par le gouvernement marocain qui, à son tour, exige des preuves palpables et menace de poursuivre en justice ses accusateurs. Frédéric Amani, expert des questions internationales, estime que les États devraient se mettre ensemble pour contrer ce logiciel espion et préserver leurs relations diplomatiques. Le droit international donne un certain nombre de mesures qui, lorsqu'un État est espionné ou lorsqu'un État cherche à espionner un autre, à ce moment-là, il y a des sanctions et des mesures de représailles. Ce logiciel qui a été mis en place et que certains États africains ou européens l'auraient utilisé pour espionner les autres, ça pose un problème. Pourquoi? Dans les relations bilatérales ou de façon générale dans les relations internationales, lorsque les États acceptent de travailler ensemble dans la coopération, lorsque on accepte ou on se fait espionner par un État qu'on espérait ami, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas d'amis au vrai sens sur la scène internationale, ce sont les intérêts qui comptent. Lorsque les États, chacun ne veut pas mettre un peu d'eau dans son vin, mais on ne veut pas en arriver là-bas. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut souhaiter, c'est que chaque État se réserve le droit d'espionner l'autre.
Pour sa part, Otiniel Kouete, ingénieur informaticien, les utilisateurs de smartphones devront faire preuve de beaucoup de prudence vis-à-vis des différents liens qui leur sont transmis par peur de plonger dans ce logiciel malveillant. Généralement, en sécurité informatique, nous parlons des zéro clics. Ça veut dire que tu ne cliques sur rien, tu ne fais rien, mais le logiciel s'installe de soi. Alors moi je pense que le concept jusque-là, il est encore complexe. Penser à une solution de contourner, c'est un peu complexe. Mais dans le domaine de sécurité, je demanderai à la communauté qui me suit d'être vigilant sur l'ensemble des applications que nous installons sur nos smartphones, parce qu'il y a de ces applications-là qui ont un objectif spécifique, soit c'est pour nous détruire, soit c'est pour prendre toutes les données que nous avons et les mettre à la disposition de tout le monde. Donc moi je demanderai aux gens d'avoir cette confidentialité-là chaque fois qu'il y a un élément à installer, lire suffisamment, regarder la documentation, ou sinon il ne faut pas vouloir installer ça, il ne faut pas cliquer sur un lien dont on n'a pas de précision. Pegasus, introduit dans un téléphone intelligent, permet d'en récupérer les messages, photos, contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire, et aucun logiciel, jusqu'à ce jour, ne peut le contrer. Qui me suit, d'être vigilant sur l'ensemble des applications que nous installons sur nos smartphones, parce qu'il y a de ces applications-là qui ont un objectif spécifique, soit c'est pour nous détruire, soit c'est pour prendre toutes les données que nous avons et les mettre à la disposition de tout le monde. Donc moi je demanderai aux gens d'avoir cette confidentialité-là chaque fois qu'il y a un élément à installer, lire suffisamment, regarder la documentation, ou sinon il ne faut pas vouloir installer ça, il ne faut pas cliquer sur un lien dont on n'a pas de précision. Pegasus, introduit dans un téléphone intelligent, permet d'en récupérer les messages, photos, contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire, et aucun logiciel, jusqu'à ce jour, ne peut le contrer. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Les chefs de confession religieuse ont entamé le vendredi au centre interdiocésain à Kinshasa le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi les explications d'Israël Mouteba. C'est officiel, la province du Olomami a un nouveau gouvernement. La liste de membres a été rendue publique le vendredi 23 juillet dans la soirée sur les ondes de la RTNC Kamina par le secrétaire exécutif Darby Numbi. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes d'Héritage Télévision car l'information reste en continu.